Bonjour à tous. J'invite ceux et celles qui sont encore debout à s'installer. Bienvenue pour ce grand plateau consacré à la transition agroalimentaire. Produire à l'heure du bien manger. Évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté de ce thème au Forum économique breton. Quand on sait que la Bretagne est la première région agricole française, quand on sait que l'industrie agroalimentaire est la première en termes d'emploi au niveau régional, et quand on sait également que c'est en partie grâce à l'industrie agroalimentaire que la Bretagne a été une des régions les moins fortement touchées pendant le confinement et la crise sanitaire économique qui vient. Pour en discuter, j'ai la chance d'avoir avec moi 5 intervenants. Je vais vous appeler par ordre alphabétique à me rejoindre. L'idée, c'est que vous mettiez les uns à côté des autres. J'appelle Bernard Adair, qui est président du comité Europe de la coopération agricole ex-COP de France. Je vous en prie, installez-vous ici. Olivier Alain, vice-président du conseil régional de la Bretagne en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Bonjour. Gilles Bocabeille, président directeur général de Soréal Ilou. Bonjour. Malo Boissel-Dubourg, directeur général de produits en Bretagne. Et Rémi Thomas, directeur général de Stalaven. Je vous invite à mettre vos bouteilles d'eau au pied, s'il vous plaît, de vos. Merci beaucoup pour une question d'esthétisme. Merci beaucoup, merci à vous de venir échanger sur la transition agroalimentaire. Pour débuter cette table ronde, ce grand plateau, j'ai envie qu'on parle de l'industrie agroalimentaire quand on se remémore quelques mois avant, au moment de la crise sanitaire, le confinement, savoir comment chacune de cette industrie agroalimentaire s'en est sortie. J'ai envie de commencer avec vous, Bernard Adair, bonjour. On dit que la Bretagne a réussi à s'en sortir grâce à l'industrie agroalimentaire. Comment ça s'est passé pour les industries pendant le confinement? Alors bonjour à tous. Je vais vous donner une vision de la Bretagne un petit peu plus macro peut-être, et de l'Europe et de la coopération française, agricole française. L'industrie agroalimentaire bretonne s'en est très bien sortie. Le moment que nous avons vécu était un moment exceptionnel. Si vous vous souvenez, la nuit du 4 au 15 mars 2020, le monde s'arrêtait et pour autant il fallait quand même nourrir toute la population, et l'industrie agroalimentaire s'est mobilisée, les coopératives se sont mobilisées également, et surtout les hommes et les femmes qui travaillent dans ces coopératives se sont mobilisés et ont continué à assurer cette transformation et l'élaboration de tous les produits. Donc pour moi c'est un succès, vu de ma fenêtre c'est un succès. Rémi Thomas. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, en tant que directeur général de Stalaven, comment est-ce que vous avez vécu au sein de votre entreprise ce confinement et cette crise sanitaire? Effectivement, ça a été dit hier à multiples reprises. Ça a été un événement tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose que personne n'attendait. Nous avions la chance d'être sur une bonne dynamique avant le confinement, et tout a été remis à plat. Tout a été remis à plat. Ça a été dit, mais c'est vraiment le cas. Ce qui s'est passé chez nous, c'est une remise en cause en fait de nos modes de fonctionnement, une grande agilité, et puis une mobilisation exceptionnelle de tous nos collaborateurs et collaboratrices en Bretagne, un taux de présence qui a été extrêmement élevé et qui nous a permis de relever le défi dans un contexte où certaines catégories, certains réseaux ont connu évidemment des décroissances très fortes, mais à contrario, nous avons réussi à neutraliser en fait ces tendances négatives par d'autres tendances, à la fois sur certains réseaux comme les bouchers, des catégories comme la charcuterie qui vraiment ont explosé. Donc au final, grâce de nouveau, je le répète, à la mobilisation de tous nos collaborateurs, mais aussi de toutes les personnes qui nous approvisionnent en fait en matières premières tous les jours, on a réussi finalement à conserver une dynamique, et une bonne dynamique quasiment égale à l'avant-Covid. Gilles Bocabeille, chez Soréal, il a fallu, comme disait Monsieur Thomas, il a fallu rassurer aussi vos équipes, rassurer vos salariés qui étaient sur le pont pour produire, et vous avez aussi décidé de vous lancer dans la production de gel hydroalcoolique pour pouvoir multiplier les sources de production. Oui, alors voilà, nous, on vend des produits alimentaires à des professionnels, des industriels, mais également des chaînes de restaurants. Et toute la restauration s'est arrêtée du jour au lendemain. C'est 70% de notre activité qui s'est tarie en quelques jours.
Donc, si vous voulez, bien sûr, il y a eu énormément de production alimentaire pour nourrir, je suis d'accord, mais il y a aussi un pan entier de l'industrie qui s'est arrêté et de la restauration. Et nos industriels étaient aussi des fabricants de salades, de pizzas, de sandwichs, de plats cuisinés qui, bizarrement, ne se sont pas vendus. C'est-à-dire les gens n'étaient plus dans le nomadisme, n'étaient plus dans le déplacement, n'étaient plus dans le voyage. Et tout ça s'est arrêté. Donc oui, nous, on s'est retrouvés à devoir quand même continuer parce qu'on a un marché à l'export. La crise Covid ne s'est pas passée de la même manière en France et ailleurs. Et dans d'autres pays, on ne s'est pas arrêté. Et il fallait ménager nos équipes qui devaient travailler, mais pour certaines, et qui étaient moins employées. Donc oui, on a eu l'idée d'aller fournir du gel hydroalcoolique aux hôpitaux et aux armées. Ça a été une réaction de crise. Malo Boissé-Dubourg, vous êtes directeur général de Produits en Bretagne. Produits en Bretagne, c'est 400 entreprises partenaires, un tiers d'industrie agroalimentaire. Comment, quand on est directeur général de Produits en Bretagne, on s'organise pour soutenir cette filière ? Nous, nos entreprises ont pris quand même, globalement, on va dire, puisqu'on est présent sur tous les métiers, ont pris quand même une très très grosse secousse, puisque 44% d'entre elles ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires et 16% d'entre elles ont été à l'arrêt total. Parmi elles, certains restaurateurs, certains grossistes en restauration hors domicile. Et pourtant, on peut dire je pense qu'aucun Breton, aucun Français n'a été empêché de se nourrir à cause du virus. Et ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut quand même rappeler que les salariés ont été exposés. D'abord, ils ont travaillé. Ensuite, ils ont été exposés au virus. Les entreprises, bien souvent, ont dû faire des acrobaties. Et quand je parle des entreprises, là, je parle aussi des distributeurs. Autant les fabricants que les distributeurs ont dû faire des acrobaties parce qu'il manquait du personnel. Et il a fallu se débrouiller quand même pour apporter le service. Pour les industriels, bien souvent, des circuits de distribution se sont fermés brutalement. C'est le cas de la restauration en domicile. Ça a été souvent le cas des petits marchés. Ça a été souvent le cas de l'export, et parfois durablement. Et côté distribution, il y a eu une panique, parce que la consommation est devenue folle au début. Donc il y a eu une panique chez les distributeurs, avec des ruptures, avec une logistique complètement perturbée. Et une logistique complètement perturbée parce que dans les camions, au départ, il n'y avait plus que du PQ et des nouilles. Et certains petits producteurs, par exemple, n'ont pu ne pas être ramassés pendant un certain temps. Donc là, nous, ça a été ponctuel, mais on a eu un rôle de médiation parfois pour que justement ça ne dure pas longtemps et pour que les affaires repartent aussi bien que possible. Mais je dirais que globalement, quand même, l'agroalimentaire dans son ensemble n'est certainement pas le secteur qui a le plus souffert. Olivier Alain, quel enseignement tirez-vous justement de cette période si particulière que nous vivons encore aujourd'hui, On n'est pas totalement sorti évidemment de cette crise sanitaire et cette crise économique, mais si on revient sur ces mois de confinement et sur la mobilisation de l'industrie agroalimentaire, quels enseignements tirez-vous ? Déjà, ce qui caractérise la production agricole, c'est pas comme le secteur industriel, elle ne s'arrête pas. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Les animaux continuent de grandir, les plantes continuent de pousser, c'est vraiment banal ce que je dis. En revanche, donc, le monde agricole, excepté quelques petites productions qui est très liées à l'activité de restaurant, notamment le foie gras, qui ne se vend plus, parce qu'ils vont surtout, c'est là qu'on apprend que ça se vend surtout au restaurant, où ça s'est arrêté, avec un décalage pour les producteurs. Le reste, la machine à produire a continué. En revanche, dans une économie de marché, quand on ne peut pas exporter, les équilibres sont assez fragiles. Les prix ont sacrément baissé en porc. Ils étaient à un bon niveau, mais ils ont quand même baissé. En viande bovine également, en lait aussi. Donc la conséquence de cette crise, elle est plus sur le prix payé aux agriculteurs. Vous savez que dans les activités bovin-lait, bovin-viande, c'est déjà pas très rémunérateur et c'est plutôt le motif d'inquiétude. Mais autrement, la production agricole a répondu présent, forcément, avec nos transformateurs que sont l'agroalimentaire. On va passer au temps d'après. L'idée du Forum économique breton, c'est de voir l'après-crise, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour justement amener une transition agroalimentaire. Notre titre, c'est « Produire à l'heure du bien manger ». J'ai envie de vous poser une question simple et une réponse rapide. C'est quoi bien manger, Monsieur Adair ? La réponse sera facile pour moi. Bien manger, je crois que c'est avant tout produire quelque chose qui est bon, qui a bon goût, qui est agréable, qui va donner du plaisir et qui va faire que cet instant-là va être un instant plaisir. Et c'est pas parce qu'on est un industriel qu'on ne sait pas faire ça. Voilà. Donc cette notion de plaisir, on se la réapproprie. J'y adjoindrai également une notion
pas de solidarité, mais enfin de mission, que de nourrir également tout le monde. Tout le monde a le droit de bien manger. Et il n'y a pas de castes qui peuvent manger moins bien que les autres et d'autres qui pourraient manger mieux. Donc je crois qu'on a ce défi à relever également, de pouvoir nourrir tout le monde très correctement et presque éthiquement. Je mettrai l'éthique pas dans la façon de produire, mais dans la façon de pouvoir s'adresser à tout le monde avec, de façon, et avec cette générosité-là. Olivier Alain, c'est quoi bien manger? Il y a une vingtaine d'années, quand on parlait de la qualité alimentaire, il y avait une formule qui était souvent utilisée, de la fourche à la fourchette. Je pense que cette formule-là est un peu dépassée. De la fourche à la fourchette, c'était surtout les aspects sanitaires et traçabilité, qui est important suite à la crise de l'ESB. On l'a tous en mémoire. Je crois qu'il faut la remplacer par une formule du sol à l'assiette, parce que les aspects environnement, et notamment les aspects sol, on sait que c'est des fois bien de théoriser. Si l'agroécologie, il y a eu pas mal d'articles dans la presse récemment, si l'agroécologie à l'échelle planétaire était la règle, et si les 600 milliards de dépenses agricoles à l'échelle planétaire étaient vraiment fléchés sur des systèmes agroécologiques, on arriverait quasiment à résoudre le problème de carbone et de biodiversité. Donc je pense qu'à la question du bien manger, il faut prendre en compte les aspects environnementaux, carbone, biodiversité, dans tous les cas, puisque les régions, depuis 2015, sont gestionnaires du second pilier de la PAC, donc l'orientation agricole. Nous mettons le paquet sur ces aspects. Biodiversité au travers d'un dispositif qui s'appelle les MAEC, Mesures agri-environnementales et climatiques, où 25% des agriculteurs sont sous contrat avec des contraintes très fortes sur les pesticides, quand on est en bio, mais même hors bio, sur tout ce qui est biodiversité. Donc ça va beaucoup plus loin. Le bien manger, ça répond à ce que vous avez dit, M. Allaire, mais aussi cette notion d'environnement, parce que je suis convaincu que dans les choix des consommateurs, demain, ils regarderont la façon dont ça a été produit. Bon, les OGM, la déforestation, c'est un sujet, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais cette notion du sol, du carbone, des phytosanitaires, de la biodiversité vont monter en puissance, et je crois qu'il faut qu'on soit leader aussi sur les façons de produire. Monsieur Bocabeille, bien manger, c'est quoi pour vous? Oui, est-ce qu'on mangeait mieux avant? Est-ce qu'il y a quelques siècles, on mangeait beaucoup mieux? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on n'était pas plus exposé au risque? Et demain, est-ce qu'on mangera encore bien? Je le mets un peu plus dans l'histoire, c'est-à-dire que moi, je suis né, nous sommes tous d'une génération où nous avons vu doubler la population mondiale. Et j'appartiens à cette génération qui a servi un doublement de la population mondiale tout en restreignant les famines ou les mauvaises consommations ou les insuffisances de consommation. Donc, et ce n'est pas fini. On va continuer à devoir nourrir non pas 7 milliards, mais 10 milliards ou 9 milliards demain, et on le connaîtra. Ou moi, ou mon fils, ou ma fille. Pas loin. Et je mesure à quel point le progrès a été incessant depuis le jour où j'ai fini mes études d'agro jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes un observatoire de l'industrie, de l'art de manger à travers nos clients, restaurateurs, mais également nos clients industriels, ce que l'on faisait il y a 30 ans et ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, déjà, s'inscrire dans le temps, ça me paraît fondamental. Et puis, aujourd'hui, on est effectivement au carrefour de plein de crises. La crise sanitaire, des crises de transformation du climat, transformation et de la volonté de mettre plus d'écologie dans nos programmes, et crise politique aussi. Et voilà. Mais on est aussi face à plein de dilemmes. C'est-à-dire qu'on voudrait toujours plus avec moins. Manger plus fin, plus élaboré avec des élevages meilleurs, mais les biens moins chers. Toujours plus de sécurité dans nos aliments. Oui, mais attention, mais sans plastique et sans additifs. Etc., etc. Donc c'est toujours l'inverse et le contraire qui sont opposés, et ça devient compliqué. Et nous, nos réponses, tous, l'industrie agroalimentaire, elle est très pertinente, elle est très intelligente, elle est dans l'évolution, dans le pas à pas, dans chaque victoire est intéressante, on appelle une autre, et nous sommes dans ce progrès permanent, et certainement pas dans les radicalismes. Merci. Malo Bossel-Dubourg, c'est quoi bien manger? Alors, manger, c'est quelque chose de très complexe. Alors, bien manger, je dirais que c'est assumer l'acte alimentaire dans toutes ses dimensions. Alors, j'en vois au moins 3 grandes. Une première dimension qui est plutôt nutrition santé, avec des maîtres mots qui vont être la diversité,
la modération, la qualité des ingrédients sains. Un deuxième axe qui est la dimension culturelle, le partage, le plaisir, la transmission. Et clairement, un troisième axe qui est plus de l'ordre de l'éthique, de la responsabilité. Quand on mange, on est responsable aussi. Et on va prendre en compte ici tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le bien-être des gens qui produisent, que ce soit les agriculteurs ou les transformateurs, les aliments, et la bientraitance des animaux. Alors tout c'est une formule très ramassée que nous avons développée sur le site mangerdetout.fr. On a bien développé, c'est intéressant comme sujet parce que c'est fondamental. Mangerdetout.fr, qui est un site animé par le collectif des Omnivores, qui est un collectif d'acteurs agroalimentaires bretons auquel appartient Produits en Bretagne et ABEA par exemple. Monsieur Thomas, bien manger pour vous. Écoutez, je pense que les bons messages ont été passés. Ce que je retiens globalement, d'abord très humblement, c'est à la benne, nous sommes bretons et opérons sur le territoire français. Donc pour avoir eu l'opportunité de travailler sur 4 continents, le bien manger en France n'est pas forcément le bien manger dans tous les pays et encore moins dans tous les continents. On a une chance extraordinaire en France, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, et ça rejoint le point de Bernard, c'est que la première motivation des Français, des Bretons, c'est le plaisir. C'est la première motivation. Et ça, c'est le premier des fondamentaux que l'on se doit de garder en tête. Et évidemment, ça passe par le goût, ça passe par l'organo. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, le changement, il est sur une alimentation raisonnée et raisonnable. Et ça fait écho effectivement à la fois sur la partie nutrition, la partie santé, et ça fait aussi le raisonner par rapport au mode de production, à la qualité, la transparence en fait des produits via les emballages, mais aussi effectivement le bien-être animal. Donc voilà, sur cette dimension-là, c'est là évidemment que cette crise fait aussi accélérer les choses, parce que tous ces éléments-là de raisonner et raisonnable étaient quelque part déjà présents. Aujourd'hui, indirectement, cette crise les accélère de façon extrêmement forte. Oui, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire ce tour de table rapide sur c'est quoi bien manger, ce qu'on en retient, qu'il y a notion d'environnement, notion sanitaire, notion de goût, notion de proximité. Donc ça montre aussi toute la complexité de cette thématique et la transition agroalimentaire, puisque c'est plusieurs aspects différents qu'il va falloir réussir à combiner, comme vous disiez très bien, Monsieur Thomas, dans un contexte nouveau où le consommateur, pendant tout le confinement, a retrouvé le commerce de proximité, a retrouvé le petit agriculteur biologique à côté de chez lui, et que du coup, on en arrivait presque à vouloir opposer l'industrie agroalimentaire à ce schéma de proximité et de produits locaux. Et c'est pour ça que je voulais évoquer avec vous quelle transition agroalimentaire on peut faire quand on parlait tout à l'heure d'histoire de l'industrie agroalimentaire, quand aujourd'hui, on a la sensation que c'est le consommateur qui va amener à la production et puis forcément à la production au consommateur. Gilles Bocabeille, sur cet axe-là, aujourd'hui, vous êtes-vous obligé de répondre aux attentes du consommateur, et on dit que le consommateur aujourd'hui va attendre du local, du bio et pas forcément des attentes de consommation industrielle. On est tous avec des grandes oreilles sur le marché et on a des services marketing qui marchent. Globalement, la tendance locavore, bio, vegan, flexitarien en tout genre, jusqu'à consommation permaculture, on l'entend bien. On y apporte des réponses. Nombreuses sont les offres en ce sens. Et des réseaux spécialisés se développent. Et donc les croissances sont fortes sur ces réseaux spécialisés en particulier. Mais à l'échelle globale, reprenons un peu de recul. C'est quand même 96 à 97% de notre consommation organique qui est issue de l'agriculture dite classique, peut-être qualifiée d'intensive, dite parfois raisonnable, dans laquelle les progrès se font de jour en jour et de mois en mois. Le glyphosate zéro, c'est pas possible, mais partiel et flexible, c'est encore la sécurité, etc. Quand même, n'oublions pas que l'essentiel de notre alimentation vient d'une industrie de l'alimentation. Et on est toujours à lire 70% d'articles basés sur le flexitarisme. Ouvrez le frigo de tout le monde.
mais en particulier de ceux qui vous revendiquent le flexitarisme, et vous verrez tous les produits industriels dedans. Et c'est un jeu auquel je m'amuse souvent, et c'est flagrant. Donc, gardons raison. En revanche, effectivement, la mutation doit s'opérer, la remise en question doit s'opérer, et au lieu de mettre tout à zéro, tout en sang, S-A-N-S, bien sûr, hein, j'appelle pas au sang rouge, s'il vous plaît, tout en réduction minimaliste, on doit être dans, enfin, à mon avis, dans la criticité permanente de l'utilité et remplacer, réduire, recycler, sont ce que j'appelle moi les 3 R, sont des cultures que je vois de plus en plus partout, avec intelligence. Attention, c'est pas simple. Ça demande de l'innovation, ça demande à se remettre en cause, ça demande à bouger les lignes, ça demande à être sacrément malin, parce qu'il faut penser des tas de techniques qui n'existaient pas il y a quelques années encore, et se remettre en cause. Mais c'est par là, la mutation, elle se fait par le petit pas. Moi, j'appelle ça la petite victoire qu'on appelle une autre, et certainement pas des grands challenges, et certainement pas des tendances extrêmes. Voilà. Bernard Ader, vous représentez les coopératives agricoles, agroalimentaires et agro-industrielles. Justement, ce que disait M. Bocabey, et on dit que les Français ont envie de manger plus bio, plus local, et puis M. Bocabey dit oui, mais en fait, en termes de chiffres, en termes de vente, bah, c'est pas ça. Ben oui, nous méfions du déclaratif. Quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es pour le bio, est-ce que vous êtes pour ou contre, évidemment, il y a toujours un déclaratif qui va dans ce sens-là, mais ensuite l'acte d'achat et la façon de nous nourrir sur une semaine, si vous regardez même ce que vous faites personnellement, c'est pluriel, c'est totalement pluriel, c'est pas d'un côté ou de l'autre, ou tout bio, vous êtes dans un train et vous devez prendre un sandwich, automatiquement le choix est assez restreint, donc ce qui est important, c'est que la garantie sanitaire de ce produit-là, à minima, au maximum, soit réalisée, et avec un minimum de goût. Donc nous nous méfions un petit peu de tout ce déclaratif. Donc dans les industries agroalimentaires et au travers de nos marques, il y a des choses avec lesquelles on s'est un petit peu interprété et d'autres pour lesquelles on n'échappera pas aux transformations. Et là, je rejoins tout ce qui a été dit. Évidemment, une marque doit être garante de ce qu'elle va apporter, donc garantir évidemment aux consommateurs et le bien-être animal, la façon de produire, les systèmes de production alternatifs. Bah aujourd'hui, c'est déjà passé dans l'évolution que nous avons à faire. Hein. Elle est en route, elle n'est pas devant nous, elle est en train d'être faite. Ensuite, c'est un temps long. On n'apprend pas à cultiver du blé en agroécologie du jour au lendemain, surtout en mettant des paradoxes supplémentaires comme l'abandon du glyphosate ou d'autres produits. Ça, c'est un petit peu illusoire de penser ça. C'est pour ça que notre préoccupation, c'est d'accompagner de façon très pédagogique aussi cette mutation pour qu'elle ait lieu et pour pas que ce soit juste un effet d'annonce. Parce que là, je pense que le monde agricole et le monde de l'agroalimentaire y perdraient gros. Nous sommes des gens sérieux et dans ce sérieux-là, nous allons le réaliser. Et nous n'allons pas faire juste de l'effet d'annonce. Monsieur Alain, vous évoquiez justement l'agroécologie. Même si on a bien compris que l'industrie agroalimentaire ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années qu'on évoque aussi cette transformation. Il faut quand même accompagner aussi de nouveaux acteurs pour pouvoir aller vers une agroécologie, puisqu'il y a quand même une demande forte et que le consommateur aujourd'hui est beaucoup plus regardant, notamment sur la valeur, entre guillemets, de ce qu'il mange. D'abord, je partage totalement ce qui vient de dire par M. Ader et Bocabel. C'est la schizophrénie, la contradiction des consommateurs, des fois des électeurs, de tout ça. C'est aujourd'hui le paradoxe, la contradiction, c'est une caractéristique de la personne humaine et il faut faire avec. Je suis moi-même producteur, on a deux activités, une en bio et une en label rouge, et en œuf bio, le marché est saturé, par exemple. Donc le plus mauvais service qu'on pourrait rendre aux éleveurs bio, c'est de développer trop, et vous savez, quand il y a trop de production, y compris en bio, les prix s'effondrent. Donc la maîtrise du marché, je fais du label rouge en viande bovine, il y a tout un discours sur la qualité. On voit que ces démarches, qui sont rémunératrices aussi, avec un cahier des charges important, sont plutôt en régression. C'est un témoignage direct de cette contradiction entre ce que le consommateur souhaite. On n'est qu'à 3% de label rouge en viande bovine, et ça régresse parce que c'est un peu plus cher et le consommateur ne fait pas le pari. Néanmoins,
Je ne veux pas faire une intervention que de slogan. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait changer la formule, mais l'agroécologie, c'est quelque chose d'assez précis. Ça a été initié par Stéphane Le Foll, qui a eu le courage de porter cette doctrine, quelque part, sur le plan de la production agricole. L'enjeu, il est assez simple pour le monde agricole. Il est compliqué, mais simple à comprendre. C'est d'arriver à produire beaucoup, quand même, parce qu'il y a des besoins, vous venez de le dire tout à l'heure. Faut oublier qu'en Bretagne, on produit quand même l'équivalent de 22 millions d'habitants. Donc c'est pas rien. On est la première région et on compte y rester. Donc c'est d'arriver à produire beaucoup avec beaucoup moins d'intrants, chimiques notamment. Et on remarque, quand on regarde un peu la comptabilité des agriculteurs, ceux qui sont dans des processus agroécologiques, parfois très productifs, mais en utilisant des légumineuses, du bocage, en laissant jamais le sol nu, en labourant plus, enfin, des techniques qui ne sont pas très simples toujours à utiliser, qu'on a un peu perdu de vue avec l'arrivée de l'agrochimie dans les années 60. On s'aperçoit qu'ils sont capables de produire beaucoup, avec peu d'intrants, donc d'être rentables, et de correspondre quelque part aux attentes sociétales. Donc, c'est d'arriver à amener une majorité d'agriculteurs vers ces processus-là, avec des politiques publiques, de la PAC notamment, qui les y encouragent. Je rappelle la PAC, 53 milliards d'euros au niveau européen tous les ans, 9 au niveau français, 500 millions au niveau Bretagne. C'est aussi pour ça qu'on a demandé, nous, notre région, à gérer les 2 piliers de la PAC, 500 millions d'euros, pour justement cibler plus les aides vers ceux qui sont prêts à se transformer vers des processus agroécologiques, parce que c'est une demande, parce que c'est rentable, parce que aussi on a quelques soucis quand même d'algues vertes et consorts, et qu'il faut que si sur un plan marketing on a une région qui est tip-top sur le plan de l'environnement, je pense que ça va aider nos amis vendeurs aussi à s'appuyer sur des résultats qui sont meilleurs que les autres et qui du coup nous passeront mieux sur le plan de la marketing. Donc voilà un peu l'objectif aussi de la Bretagne, d'encourager. Je suis un peu des fois, le Covid va peut-être avoir des effets positifs sur la PAC. Déjà, il en a eu sur le budget, puisque l'accord, je le redis, parce que c'est très important pour nos amis ici. Tout le monde craignait le pire sur la PAC. La PAC, c'est 100% du revenu des agriculteurs. Donc forcément qu'on s'y intéresse. Le revenu de la ferme France, c'est 10 milliards d'euros, et la PAC, c'est 9-10 milliards. Donc ça dépend d'une année sur l'autre. Et là, il y a eu un accord donc, en juillet, l'accord d'apport franco-allemand du 18 mai, qui a donné un accord sur la PAC avec Angela Merkel et Macron, essentiellement, Emmanuel Macron, qui garantit le budget jusqu'en 2027. C'était inespéré. Donc déjà, c'est quelque chose qui donne un peu de lisibilité aux agriculteurs. Maintenant, j'espère que le fléchage de ces fonds-là soit quand même beaucoup plus contractuel. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des aides qui vont vers l'agroécologie. Moi, je souhaite qu'il y en ait beaucoup plus, pour des raisons aussi de rentabilité des agriculteurs. L'agroécologie, c'est une formule, mais qui n'est pas péremptoire, qui, je le donne avec des éléments concrets, n'est pas l'ennemi de la compétitivité, bien au contraire. Malo Boissel-Dubourg a produit en Bretagne. Vous avez dans vos membres, je dirais, à la fois de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture et également de la distribution. Quand on évoquait ensemble la transition agroalimentaire, c'était aussi de se dire, peut-être retravailler ensemble un peu ce schéma de production. Oui, tout à fait. Nous, Produits en Bretagne, on a été créé il y a 25 ans sur vraiment un grand pilier qui était l'achat local. Et il est clair que l'achat local, ça reste un pilier essentiel et qui se renforce, on va dire, au fil du temps. Même si la notion de local se précise, maintenant le local, c'est presque l'ultra-local, mais bon, à l'échelle de la région, on est encore dans le local. Mais paradoxalement, bien que cet axe se renforce, on s'aperçoit depuis plusieurs années, et des signaux très clairs, que ça ne suffit plus, et en particulier auprès des jeunes populations. Et donc, on a décidé, depuis déjà un an, d'entrer dans une démarche de progrès sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et d'amener un deuxième pilier à Produits en Bretagne. On sera l'achat local, mais aussi l'achat responsable. Alors, les deux n'étaient pas en antinomie, mais on va travailler spécifiquement ce deuxième pilier pour rester un peu leader aussi, servir l'objectif de la région, de rester la région leader du bien manger en Europe, et elle a toute légitimité à le faire. Alors, en quoi ça consiste ?
Ben, c'est d'abord quelque chose qui est assez lourd, hein, parce que vous imaginez qu'au niveau d'une association de 440 entreprises, il va falloir emmener tout le monde. Et dans une association, on n'a pas le pouvoir de police. On peut simplement convaincre par de la pédagogie, par la mise en valeur des bons exemples, par de l'envie, etc. Donc, c'est pas simple. Mais néanmoins, on a une ferme volonté d'aboutir. Et on va procéder par étapes. La première étape, elle sera obligatoire pour tous. Et c'est pour ça que ce sera sans doute la plus difficile à franchir. Mais elle sera obligatoire pour tous. Elle va, à minima, exiger que le dirigeant de l'entreprise s'engage formellement à écrire une politique RSE pour son entreprise. Ça, c'est le point 1. Et pour que ça ait une consistance, on va lui demander, à minima aussi, chaque année, de produire un rapport dans lequel il va expliquer sur 8 chapitres et 34 sous-chapitres, mais de façon très simple, cela dit, ce qu'il a fait dans l'année sur les différents points où il a progressé. On ne notera pas, on ne jugera pas, mais néanmoins, pour que, à nouveau, on ne soit pas dans la pure parole, on rendra public ce rapport pour que s'il y a de la consistance, ça se sache. Si ça manque de consistance, ça se sache également. Donc ça, c'est un premier niveau. Alors les chapitres en question, hein, c'est des chapitres classiques de la responsabilité sociale et sociétale. On va parler de la gouvernance, de la diversité, du respect des salariés, de l'éthique des affaires, de la prise en compte du client, de l'engagement au développement local et bien sûr du volet environnement. Et dans ce volet environnement, on va ouvrir des boîtes. Il y a la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des matières premières, la gestion des risques de pollution, la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, l'éco-conception des emballages, avec lequel on travaille déjà avec la région, l'éco-conception des bâtiments et l'éco-rénovation des bâtiments, la gestion des déchets, la gestion des transports des personnels, l'optimisation du transport de marchandises. Vous voyez qu'il y a vraiment un certain nombre de points à balayer. Et tous les ans, on aura d'ailleurs un historique dans ce qu'on va publier, rendre public, un historique qui montrera ce qu'a fait l'entreprise sur les 5 dernières années. Ça, c'est le point 1. On va le rendre obligatoire à partir de l'Assemblée générale de l'année prochaine, en février 2021. Et ensuite, on propose un point 2, qui est la transcription de la norme internationale en fait, de la responsabilité sociale et sociétale, ISO 26000, sa transcription dans Produits en Bretagne, dans la spécificité de Produits en Bretagne. Et pour cela, on s'est adjoint les services du président de l'UCI. L'UCI, c'est le principal organisme aujourd'hui qui gère ISO 26000 en France, il y en a d'autres, hein, pour construire avec nous ce nouveau référentiel. Là, ce ne sera pas obligatoire, c'est une démarche beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourde, très très exigeante pour le coup, avec des audits, une formation, etc., une notation, un jury et compagnie. Donc ce deuxième volet sera optionnel, mais il est évident qu'on va valoriser toutes les entreprises qui auront franchi ce pas. Elles pourront, en plus de l'affichage Produits en Bretagne, afficher qu'elles sont Produits en Bretagne 26000, qui est un nom de code pour le moment. Et puis la troisième étape, c'est un petit peu le Graal, on n'y a pas encore travaillé très concrètement, mais c'est la notion d'entreprise à mission, où l'entreprise, dans ses statuts, inscrit sa mission sociétale et s'engage à répondre à des parties prenantes externes qui pourraient la saisir sur le fait qu'effectivement, elle sert bien cette mission qu'elle a affichée. Rim et Thomas, quand vous entendez Malo Boissel-Dubourg parler de transformation, on passe de transformation agroalimentaire à transformation sociétale. Est-ce que c'est vraiment aussi quelque chose qui est important pour votre entreprise après cette crise sanitaire, de se dire qu'il faut être encore plus vertueux ? Oui, tout à fait. Alors, j'espère que c'est après la crise. Je ne sais pas si la crise est derrière nous ou si la crise est encore latente, on va dire. Hein. Mais pour rebondir effectivement à ce qui a été dit, nous, on a une grande interrogation aujourd'hui. Hein. Alors, le chemin, il est clair. La vision, elle est indiscutable. Ce qui nous pose encore une énorme question, c'est finalement, est-ce que nous, tous, allons changer de comportement tel que, globalement, on prétend, hein, et à quelle vitesse il va falloir accompagner ce changement de comportement pour ne pas être en décalage avec des produits qui soient finalement prêts sur le marché, mais trop tôt par rapport à la réalité de la vie au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe énormément. Hein. On est prêt et industriellement à faire des grandes évolutions, à réduire je dirais, notre portefeuille de produits de façon considérable pour accompagner tous les points qui ont été cités.
On peut le faire très rapidement. Il va falloir par contre qu'on s'assure que le consommateur va nous suivre, avec toutes les implications que ça a. Et je vous avoue qu'on a débloqué, on vient de terminer notre avis fiscal au 31 août. La priorité pour nous, c'est déjà de reconnecter avec le consommateur aujourd'hui. C'est plus de 4000 personnes qu'on va contacter, qu'on va essayer de comprendre pour voir finalement, voilà, est-ce que finalement, comme on dit en anglais, we are walking the talk, est-ce que finalement les déclarations se concrétisent en action. On l'espère tous, et on pense qu'effectivement, c'est vertueux à tous les niveaux, socialement, sociétalement. Ça peut nous permettre aussi également, d'un point de vue, je dirais, étendard breton, de reprendre de nouveau un leadership fort par rapport à nos concurrents. Voilà, donc je dirais que les mois à venir vont être quand même critiques dans cette capacité de confirmer finalement le comportement du consommateur et du shopper pour 2021. Je voudrais qu'on revienne sur la venue d'Emmanuel Macron, chef de l'État, en Bretagne, pendant le confinement, où il a annoncé la souveraineté nationale et notamment locale sur l'alimentation. Donc je vais continuer avec vous, Monsieur Thomas. Est-ce que c'est ça aussi pour l'industrie agroalimentaire, d'essayer d'acheter local, d'essayer d'être au plus proche de soi, plutôt que d'aller potentiellement importer des produits ou au niveau européen ou même d'autres régions ? Oui, alors c'est vrai, vous faites bien de rappeler en fait la présence de M. Macron en Bretagne. Il est évident que la réussite de la Bretagne passera par la réussite de l'agroalimentaire et effectivement par une réflexion, alors que le gouvernement a clairement mis sur la table avec le plan de relance, mais qui était également finalement quelque chose que l'on avait déjà en tête. Donc aujourd'hui, on s'adapte sur le sujet, c'est-à-dire que très honnêtement, il y a encore 5 ans, il y a encore 10 ans, ce n'était pas forcément un sujet très prioritaire. La priorité était plutôt de nourrir le plus grand monde avec les meilleurs produits possibles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui clairement va être pris en compte de façon importante. On va démarrer par les ingrédients primaires. Vous savez, tous ces ingrédients qui constituent plus de 50% des produits. Notre objectif, en tout cas sur les produits de marque que l'on a, puisqu'on a aussi la joie d'avoir quelques clients pour qui on produit en MDD, on va dire, même si c'est une activité marginale pour nous, mais en tout cas sur les produits des marques Stalavène, notre enjeu est de passer à 100% de ces ingrédients primaires d'ici 3 ans. 5% français d'abord, et puis évidemment avec une volonté d'être, à défaut d'être tous issus de la Bretagne, en tout cas le Grand Ouest, qui nous anime également, et donc de pouvoir accomplir le plus grand pourcentage de ces 100% français sur le Grand Ouest. Ça, c'est quelque chose qui est dans les plans aujourd'hui. Voilà. Il y a des implications financières, il y a des implications finalement pour le coût final du produit pour le consommateur, et c'est ce point également qu'on va pouvoir vérifier par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux multiples milliers de consommateurs qu'on va pouvoir contacter dans les mois qui viennent. Bernard Ader, quand on a échangé ensemble sur l'achat local, vous me disiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens qu'on aille utiliser un cochon qui vient de Roumanie pour produire en France et en Bretagne, d'autant plus en Bretagne ici, on a des cochons à proximité, et qu'il y avait d'autres postes de rentabilité aujourd'hui pour l'industrie agroalimentaire que simplement la matière première. Oui, effectivement, je pense qu'on a un devoir de loyauté par rapport aux consommateurs. On va prendre un exemple hors région, mais le jambon de Bayonne, dont les jambons... Avec votre accent, on comprend pourquoi vous prenez le jambon de Bayonne en référence. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est une remarque comme ça. Je suis bretonne du Sud. C'est ça. Non, le jambon de Bayonne fait avec des porcs élevés en Bulgarie, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Et je crois que le consommateur a totalement raison d'exiger cette loyauté quand aujourd'hui on lui vend quelque chose. Ça, c'est acté. Et dans la souveraineté, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir la souveraineté, dans ce côté positif de faire des choses qui ont du sens pour nos consommateurs. Et là, je pense qu'on pourra regagner une confiance que quelquefois on a un petit peu perdue. Les sources de productivité
dans un monde d'avant, une source de productivité pouvait être une source de productivité qui provenait de très bons acheteurs et de très bons vendeurs, et entre, il y avait de la marge, et automatiquement, ça faisait de la productivité. Dans les dernières années, on a ajouté de la logistique, on a ajouté de la distribution, une capacité à faire ça, et on a encore ou augmenté ou dégradé sa productivité, suivant le talent que l'on avait pour le réaliser. Je pense que le monde qui s'ouvre est en train de nous dessiner une source de productivité différente qui est axée sur autre chose, qui est la connaissance des clients par l'analyse de données, par l'analyse de data, par le recueil de data auprès des clients, qui nous permettront très certainement d'en comprendre leurs usages et leurs pratiques. Les grandes marques le font, et les GAFA le font. D'en comprendre les pratiques, mais d'en comprendre les pratiques d'une manière vertueuse, pas pour faire de la survente ou autre, vraiment pour les comprendre et les adresser comme ils achèteront de façon naturelle. Et non pas, je reviens au côté déclaratif, si vous faites un sondage, on peut vous déclarer des choses et puis finalement passer à côté sur un produit qu'on aurait élaboré et passer totalement à côté. Donc là, je pense qu'il y a une source de productivité non négligeable pour les entreprises d'aller comprendre les marchés par cette analyse-là, et également de permettre, grâce à l'analyse des données et la relation aux clients, de pouvoir optimiser encore plus tout ce qui est stock, adressage du client et surtout logistique vers le client. Et là, je pense qu'on a une très grande source de productivité avec les nouvelles technologies à opérer pour nos entreprises. Gilles Bocabeil, pour votre entreprise, quand vous entendez Monsieur Adair évoquer de nouvelles sources de productivité, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et sur lequel vous êtes d'accord? Oui, en termes de la question de la souveraineté, on peut la voir comme un produit qu'on réussit à faire localement. On peut aussi le voir comme une technologie que l'on a et que l'on a un savoir-faire, soyons clairs, l'art de la culinarité française qui peut être aussi enviée à l'extérieur. Et donc le transfert du savoir-faire pour produire localement, mais ailleurs, et pas en exportant nos produits. Nous, c'est ce qu'on fait. Notre métier s'y prête. Ce n'est pas forcément le cas de tous les métiers, bien sûr. Nous avons reproduit ce que nous avons su faire en France et en Europe sur le territoire du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et je compte bien continuer, parce que ces consommateurs qui sont méditerranéens ont les mêmes besoins, mêmes désirs, mêmes intentions. Et c'est idiot de leur produire ici en Bretagne pour leur envoyer au Caire ou en Jordanie ou ailleurs, alors qu'ils peuvent très bien le produire. Dans notre cas, je vous le dis, c'est faisable de transférer du savoir-faire dans la fabrication des sauces. On n'est pas en train de transférer des savoir-faire nucléaires, vous voyez. C'est des choses faisables. La souveraineté territoriale. Souveraineté territoriale. Monsieur Alain, souveraineté territoriale, là pour le coup, si on reste sur le territoire breton. C'est un sujet extrêmement important, la souveraineté. Il y a eu un plan de relance d'1,2 milliard pour l'agriculture, donc a été annoncé que Julien Denormandie jeudi dernier, et notamment sur les protéines. Pour moi, c'est un sujet majeur. J'ai quelques doutes sur le fait que cette économie un peu de type linéaire qui consiste, notamment pour notre élevage breton, à importer du soja du Brésil, avec la contestation de beaucoup d'associations, vous contribuez à déforester, et quand un distributeur, rappelez-vous ce qui s'est passé pour les poules pondeuses, ne voulait plus de poules en cage, on connaît la suite. Si demain, des distributeurs se mettent à dire je ne veux plus d'OGM provenant du Brésil, on fait comment? Donc là, on est donc dans le plan de relance du chef de l'État. Il y a 200 millions d'euros qui sont prévus pour relancer un plan protéines. En plus, il a porté de main, notamment au niveau... Alors, pas en Bretagne, évidemment pas en Bretagne, mais à l'échelle française, voire de l'Union européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, il suffirait que nous changeons, puisqu'aujourd'hui, on importe du soja, on exporte du blé. On pourrait produire un peu moins de blé en France, notamment dans des régions comme le centre Val-de-Loire, qui sont dans des systèmes agroécologiques à bout de souffle, où il n'y a plus de rendement parce qu'ils ont consommé l'humus. Les inciter à mettre des pois, des féroles, des lupins, qui sont des plants de la protéine, voire du soja aussi, parce qu'il y a des nouvelles variétés qui peuvent produire sous nos comtés, et d'être quelque part moins exportateur de blé ou de maïs, mais faire sens quelque part, quoi. Et ça, c'est de la responsabilité aussi des hommes politiques, d'avoir des politiques publiques qui flèchent, qui incitent, et aussi
Et c'est aussi ce que nous voulons faire en Bretagne. Donc on a rencontré, et mon président Chéné Gérard, le président de la région, son homologue Centre-Val de Loire, et également Hauts-de-France, qui sont des régions à forte production de culture, pour peut-être garantir sur 5 ans des volumes de production avec des marges garanties à l'hectare, parce que l'agriculteur, lui, raisonne, je fais plutôt du blé si c'est plus rentable que du pois, mais si on est prêt, comme l'a fait Pierre Veille ici au niveau de Valorial déjà, ou Ouessant, à petite échelle, garantir une marge, alors là c'était en local, mais avec d'autres régions sur des volumes du contractuel, ça ne coûte pas non plus d'argent public, mais ça peut inciter des cultivateurs de ces régions-là, du Grand Est, pareil, à produire des protéines. Nous, peut-être qu'on peut leur envoyer aussi des déjections organiques, parce qu'ils ont des problèmes de matière organique, et donc retrouver quelque part une économie de type circulaire, pas à l'échelle peut-être bien sûr de la commune, mais intra-française, et qui fait sens, que ce soit quand on a une approche carbone, une approche agroécologique. Je termine là-dessus, il faut savoir que quand on met des plantes à protéines, c'est des plantes qui ne consomment pas d'azote chimique, donc pas de protoxyde d'azote, donc ils sont très vertueux sur le plan réchauffement climatique et qui permettent d'allonger les rotations pour ces régions qui sont en vraie difficulté de production parce qu'ils ont consommé le capital humique. Et je reviens encore à la question de tout à l'heure, il faut donner du sens et encourager cette agroécologie à toutes les échelles. Mais là, pour le coup, on est sur un sujet très explosif. Je pense qu'il faut qu'on prenne le taureau par les cornes parce que imaginez, ou même pour des raisons géopolitiques, que le président brésilien, comme les États-Unis l'ont fait avec la Chine, décide de ne plus exporter pour des raisons. Mais alors, on met l'élevage à plat rapidement. Donc, c'est pas un petit sujet, c'est le sujet peut-être majeur pour une région comme la nôtre, pour le coup. Malo, je vais venir vous voir. Il y avait juste M. Adair. Vous vouliez réagir rapidement à ce que vient de dire M. Alain? Il nous reste 3 minutes. Juste sur la souveraineté alimentaire, puisque c'est le thème qui revient ces temps-ci au niveau de l'actualité et également au niveau européen. Je m'adresse à toutes les entreprises et les marques que vous avez qui êtes exportatrices vers pays tiers, Grande-Bretagne demain et États-Unis essentiellement, juste là-bas d'ailleurs. La souveraineté, on la prend très souvent comme un moyen de protectionnisme, c'est-à-dire qu'on va refaire localement, on va se produire entre nous et on va se le revendre entre nous, pays européens. Le problème, c'est que notre richesse aussi provient de l'export. Pensez au vin, pensez aux grands châteaux, pensez à toutes les entreprises de viticulture. Le gouvernement M. Trump là-dessus est intransigeant, c'est-à-dire que si on met des taxes carbone à l'entrée pour limiter et augmenter la souveraineté et limiter, il n'achètera plus de vin, il le taxera largement. Donc c'est un point à prendre vraiment avec des pincettes. Il peut paraître simpliste pour résoudre un problème, mais il pourrait nous en apporter beaucoup d'autres. Oui, effectivement, souveraineté nationale, il ne faut pas être extrémiste, comme vous êtes en train de le dire dans cette notion-là. Malou Boissel-Dubourg, la souveraineté aussi nationale et locale, c'est quand même l'emploi. Et on n'est pas sans savoir que l'industrie agroalimentaire est quasiment le premier employeur de la région Bretagne. Donc ça reste aussi la possibilité, dans ces temps de crise économique, de pouvoir assurer de l'emploi sur le territoire. Oui, bien sûr. Il y a 70 000 personnes dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne et à peu près autant côté amont, agriculteurs et pêcheurs. Donc c'est le premier secteur industriel. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, quand on produit déjà pour 22 millions de consommateurs, un Français sur 3 en équivalent, on ne va pas se poser trop la question en termes quantitatifs. Et je pense que la Bretagne, si elle veut développer et conserver sa souveraineté alimentaire et celle de la France, il va falloir qu'elle conforte ses armes, qu'elle apporte quelque chose de différent. Parce que fondamentalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On ne peut pas demander à des consommateurs de payer plus cher quelque chose qui ne serait pas mieux, qui serait exactement la même chose. Et personne ne le fera de toute façon. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, les axes de travail, ça va être continuer à miser sur la qualité. Mais la Bretagne fait la course en tête. On ne le dit pas assez là-dessus. Championne des médailles au concours général agricole, championne dans beaucoup de productions bio, 83% des agriculteurs qui sont dans des démarches qualité. Enfin, on est déjà bien, mais il faut qu'on continue là-dessus. Deuxième axe, encourager des systèmes de production qui seront moins gourmands en intrants et diminuer effectivement la dépendance aux intrants importés. Donc une agriculture plus sobre d'une certaine manière. Troisième axe, développer les filières. Et il y a des exemples excellents en Bretagne en ce moment, notamment la filière orge. Alors c'est une petite filière, mais n'empêche qu'on a des agriculteurs qui plantent de l'orge, une malterie qui est en train de se construire
par la mutualisation de plusieurs brasseurs et derrière la commercialisation d'une bière qui sera 100% bretonne. Ça, c'est un petit exemple. Je pense que dans les algues, on va bientôt assister à une filière algues qui va se développer avec des résultats très, très prometteurs. Et puis, j'ajouterai enfin, continuer d'encourager l'innovation. Et là-dessus, nous, on a un prix de la meilleure nouveauté tous les ans pour orienter, stimuler, encourager l'innovation et développer le marketing, qui n'est pas le point fort de la Bretagne aujourd'hui, pour mieux valoriser nos savoir-faire, parce qu'ils sont là. Et pour cela, nous avons créé la Braise Marketing Academy. Alors, c'est un peu avis à la population, parce que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux adhérents de produits en Bretagne. La Braise Marketing Academy, elle est ouverte à tous les professionnels de la communication et du marketing qui veulent nous rejoindre pour travailler dans ce réseau breton, pour progresser en marketing. Merci beaucoup. Écoutez, c'est parfait. Nous arrivons à la fin de ce grand plateau sur la transition agroalimentaire. Vous constaterez que généralement les débats continuent après également le grand plateau. Merci beaucoup. C'était court, mais voilà, je pense qu'on a réussi à dresser en tout cas le tableau futur de l'agroalimentaire en Bretagne. Merci.